je ne sais pas combien de temps on a. Bon, je vais essayer d'être synthétique. Alors, en étant opérateur, en étant Orange, il faut qu'on ait déjà une vision, qu'on ait une vision et qu'on sache où on veut aller. Dans notre stratégie à long terme, à horizon 2020, la problématique d'un opérateur comme Orange, c'est quoi? C'est de conserver notre leadership et puis aussi de délivrer une expérience incomparable à nos clients. Ça, c'est un enjeu fondamental. Quand je dis incomparable, c'est pas de pas se comparer seulement à nos collègues opérateurs, mais à l'ensemble des secteurs. Qu'est-ce que ça veut dire une expérience client incomparable? Ça veut dire personnaliser le message. Ça veut dire contextualiser le message, comme tu l'as dit. Et là, on voit bien que ça fait une dizaine, quinzaine d'années que les consommateurs que nous sommes, les habitants que nous sommes, nous avons accès à des moyens sur le digital, des sociétés qui fournissent des services absolument incomparables, type Uber, type Airbnb, Blablacar, etc. Et que tout ça repose sur un traitement de la donnée et un croisement de la donnée. Et la big data, pour nous, c'est quoi? C'est au service d'une expérience client incomparable, croiser des données en temps réel pour pouvoir en dégager des moments de vie, des situations, des contextes. Ça, c'est un changement radical dans le marketing parce que dans de grandes entreprises, on a un marketing qui, souvent, pond des offres et des tarifs. Et ensuite, qui distribue, médiatise, à travers différents canaux qui ne sont pas coordonnés, le message, pas personnalisé. Donc, ce qu'on veut faire, en réalité, c'est faire une transformation du marketing à travers, non plus une segmentation monolithique et la genèse d'offres et de tarifs, mais la construction de segments de population contextualisés. Par exemple, quelqu'un qui est en phase de déménagement, il va avoir un certain nombre de besoins. Quelles vont être les offres et les options que je vais pouvoir, au moment précis où il va se décider pour déménager, il va penser à son accès à Internet ou mobile, lui pousser telle option qui lui conviendra. Deuxième exemple, quelqu'un qui part en voyage, en Thaïlande ou dans un autre pays. Il se peut que cette personne ait besoin à un instant T, pas le soir, mais peut-être pendant sa pause café, d'avoir une offre personnalisée, préparer son voyage sur une offre de revenu. Voilà. Tous ces éléments, ça milite en faveur d'un moment marketing, marketing du moment de vie. Et pour mettre en place ce marketing du moment de vie, cette transformation marketing, eh bien, il faut d'abord avoir une stratégie de point de contact et une stratégie data. Donc voilà notre constat. Premier constat. Ensuite, transformer une entreprise, ça prend des années. Et donc ce qu'on a voulu mettre en place, c'est déjà une vision de l'unification des points de contact. Parce que dans une grande entreprise comme Orange, eh bien, on a effectivement des cheminées, des directions qui d'un côté travaillent leur marketing direct, leur marketing relationnel, de l'autre les médias, display, télé, etc. Et puis de l'autre le search. Etc. Tout ça est un petit peu éparpillé. Et le client reçoit des messages et des sollicitations qui ne sont pas coordonnées. Donc le premier objectif d'une DMP, c'est de mettre en place en fait une bassine commune qui va faire que l'ensemble des signaux et des campagnes et des adressages que l'on fait à nos clients et à nos prospects vont être dans une bassine, une piscine à cookies, voilà, et qui va nous permettre ensuite de créer des segments de population en fonction des interactions qu'on a vues et qu'on a pu observer sur ces personnes-là. Et donc du coup, on est dans les périodes commerciales que l'on déploie, on n'est plus sur une logique où je prépare ma période commerciale en préparant mon offre et mes tarifs, et ensuite j'arrose sur mes points de contact sans qu'ils soient coordonnés. On est dans une problématique où j'ai une bassine, je vois que mes clients, mes prospects ont un certain profil de moment en temps réel, et à partir de là, je déploie mes saisons commerciales en fonction des bonnes offres et des bonnes options. Donc voilà en fait la genèse de la réflexion de la DMP, c'est l'optimisation, l'unification des points de contact en vue d'un adressage cross-canal unifié. Première brique. Très bien. Je ne sais pas ce que ça t'inspire, Philippe. À l'époque, ça ne s'appelle pas du tout une DMP. En
fait, il y a une vision un peu tarte à la crème qui s'appelle le 360, que les annonceurs et les agences de communication buzzword dans tous les sens. On a tous cette volonté à un moment donné de pouvoir organiser tous les canaux de communication autour du client. Alors déjà, ça part d'une bonne intention, mais quand on commence à vouloir de manière très pragmatique réussir à l'opérer, on s'aperçoit, comme tu le disais tout à l'heure, qu'on se confronte à beaucoup de silos. Alors des silos évidemment de difficultés technologiques, c'est-à-dire comment faire converger à un moment donné une data issue du CRM avec un clic sur un site internet ou bien un clic sur une bannière, très compliqué à opérer technologiquement. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de difficultés en termes de gouvernance interne dans les organisations marketing pour faire parler une DSI avec une direction marketing, avec une direction de la communication, pour réussir à coordonner un effort commun de développement commercial. Alors, on ne parle pas encore de DMP, on a une volonté, mais elle a du mal à s'afficher. Et puis arrive effectivement la DMP, telle qu'on l'entend aujourd'hui, et qui, tout d'un coup, rend à peu près possible, de manière opérationnelle et pragmatique, la convergence et l'unification de la donnée client autour d'un même identifiant, autour d'une personne. On réussit à agréger, en fait, un certain nombre d'informations, et on se dit que les solutions du marché peuvent permettre aujourd'hui de pouvoir interagir de manière beaucoup plus personnalisée, contextualisée, sur plusieurs leviers. Donc là, on opère maintenant l'omnicanal dans toute la vérité de son terme, et on commence à faire des choses. Alors après, la réalité, elle est un peu différente, et l'avancée de ces sujets-là est un petit peu différente au fur et à mesure que tout le monde monte en compétence sur le sujet. C'est-à-dire que la DMP, aujourd'hui, 90% de la programmatique se fait encore sur le RTB. Or, le RTB, on sait qu'il y a effectivement un grand enjeu, et la DMP est rentrée par les enjeux médias. Tu peux peut-être rappeler ce qu'est la RTB? C'est le retail bidding, en fait, c'est tout ce qui est ad exchange, c'est ce qui permet de pouvoir bidder à un moment donné directement les places de marché pour pouvoir positionner ces bannières de manière beaucoup plus personnalisée, contextualisée. Des enchères, en fait. Et donc, du coup, nous, on s'est dit, mais oui, mais il y a un côté un peu frustrant de tout ça, parce que, globalement, on peut vraiment utiliser, et on y reviendra, je pense, un petit peu tout à l'heure, la capacité de ce que nous permet une DMP, alors à condition, effectivement, de l'opérer en amont. Parce qu'en fait, le DMP reste un outil. Le DMP n'empêche pas l'intelligence humaine, heureusement, et n'empêche pas l'innovation, n'empêche pas la réflexion profonde des marketeurs sur la segmentation, sur le clustering, le scoring, qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme information. Le DMP reste un système extrêmement performant pour donner des ordres et donner à un moment donné des actions. Mais toute la réflexion marketing amont reste totalement valide. Et quand on a cette réflexion en tête, on se dit que le champ des possibles devient très exponentiel, parce que le RTB, c'est une chose, mais tu en parlais tout à l'heure dans ton slide, la relation entre le média et le CRM devient là totalement évidente. Dans des logiques d'upsell, dans des logiques de cross-sell, on arrive à monter justement une dynamique beaucoup plus intéressante sur la base du client unique, via le cookie, et aussi via l'information connue et non anonyme que permet le CRM. Cette conjonction-là permet de devenir beaucoup plus intelligent, de pouvoir opérer les choses, et d'aller sur, on va dire, un dernier pan, qui est la personnalisation des écosystèmes digitaux. Parce qu'il faut aussi savoir que, même si on entend beaucoup parler de la DMP sur ces deux leviers primaires qui sont justement le RTB, donc dans sa version média, le CRM, on en reviendra tout à l'heure, pour nous, agence digitale, la DMP nous permet, et ça reboucle sur ce que tu disais tout à l'heure en termes de contenu, de pouvoir véritablement avoir une approche extrêmement affinitaire des interactions que les gens peuvent faire sur un écosystème digital et personnaliser le contenu même des sites. Chez Full6, on pense véritablement que c'est une hérésie aujourd'hui que d'arriver sur la même page à partir du moment où vous êtes soit client, soit prospect, à partir du moment où vous avez déjà commencé à avoir des interactions plutôt profondes avec une marque. Aujourd'hui, tout est technologiquement personnalisable et c'est la data sortie du CRM qui nous permet vraiment de construire cette personnalisation. Merci Philippe. Alors, Bruce, ce qui est intéressant, c'est que tu expliques. Sur la spécificité opérateur, il y a quelques éléments à prendre en compte. En tant qu'opérateur, beaucoup de gens se disent l'opérateur, c'est celui qui a le plus de données. Alors c'est vrai qu'on est assis sur beaucoup de données, hein, les URL, le
trafic, etc. Et qu'on est soumis du coup à une législation, une réglementation extrêmement rigoureuse et spécifique en France. On ne peut pas croiser de la donnée CRM de nos clients et de la donnée navigation, cookies et gisements CRM sans le consentement explicite de nos clients. Et ça, c'est une réglementation qui est spécifique pour les opérateurs. Pourquoi? Parce que nos données sont assimilées à des données de trafic, à des données de correspondance, de contenu, etc. Donc, du coup, on a, selon le législateur, accès à beaucoup plus de données que les autres acteurs. Donc ça, c'est déjà le premier élément à prendre en compte. Ça, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire que dans le cadre de tes responsabilités en tant que Chief Data Officer, tu couvres également la composante juridique? Absolument. D'accord. On fait du juridique by design, du law by design. On fait du privacy, du law by design. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit quand je suis arrivé, affranchissez-vous des problématiques juridiques, foncez et prenez les problématiques juridiques à la fin. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pour des opérateurs comme nous. Donc ça, c'est le premier point. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'enjeu de connecter le CRM à la navigation, c'est un enjeu qui est double. C'est un enjeu technique, mais c'est un enjeu aussi de consentement éclairé du client, donc d'opt-in. Donc là, on voit bien que dans notre vision d'avoir une infrastructure CRM et de navigation, dans la gestion des identités, qu'on ne peut pas passer outre cette récolte de consentement qui va être notre fuel pour ensuite vraiment développer tout le potentiel que peut avoir une DMP. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, après, pour la connexion de nos univers, j'ai envie de dire, il y a l'univers interne de nos données, donc les données réseau qui transitent, les données qu'on va utiliser pour optimiser la qualité de notre réseau pour nos clients, pour savoir si vous avez de la 4G, etc., voilà, ou de l'Internet ou de la fibre. Et puis, il y a toutes les données externes qui sont un peu les données liées aux cookies. Et alors ça, ces données-là, avant, elles ne transitaient, enfin, elles ne se connectaient pas entre elles. Elles ne se coordonnaient pas entre elles. Et je dirais même plus, les données cookies que nous avions sur l'ensemble de nos canaux marketing direct, search et display, performance et branding ne se connectaient pas entre elles. Donc le premier objectif qu'on a eu, c'est de connecter les données digitales cookies entre elles, première chose. Deuxièmement, et ça c'est en train d'être mis en place, c'est de mettre un connecteur entre nos gisements CRM, en partenariat très très fort avec les directions IT, moi je fais des claquettes avec l'IT tout le temps, pour mettre en place un connecteur CRM et avoir un système d'identifiant à peu près unique qui puisse réconcilier un contrat, un individu, une identité digitale, des cookies. Et cet identifiant, il est géré où aujourd'hui dans le SI? Alors il sera, parce que ce n'est pas encore le cas, parce qu'il nous faut les opt-in. On va mettre en place un programme relationnel qui va nous permettre de collecter les opt-in, et sur la base de ces opt-in, nous pourrons mettre en place ce connecteur, et c'est quelque chose qui est en train d'être mis en place. Donc ça, c'est la deuxième étape de la roadmap. Première étape de la roadmap, connecter les données digitales entre elles. Deuxième étape de la roadmap, mettre un connecteur CRM avec les opt-in. Et troisième étape de la roadmap, c'est au-dessus de la DMP, mettre un outil d'adressage cross-canal, parce que la DMP, ce n'est qu'une bassine, ce n'est qu'un outil, effectivement. Donc à partir du moment où vous avez une bassine avec plusieurs interactions, c'est à vous, c'est aux équipes métiers, aux marketeurs, de mettre en place des clusters et des segments. Et là, on a une vraie problématique d'agilité, parce que vous avez autour de la table, potentiellement, en tout cas chez Orange, 15 personnes qui, de près ou de loin, agissent sur différents leviers, et qui doivent se coordonner entre eux dans l'ensemble du funnel. Et ensuite, l'outil omnicanal qui, lui, en fonction des interactions et des retours de campagne, s'ils sont positifs ou pas, va mettre en place un système d'intelligence, de next best action, pour savoir quel message envoyer dans quel canal, en fonction de tout l'historique. Donc voilà les trois étapes. Première étape, coordonner les points de contact digitaux, du full digital. Deuxième point de roadmap, c'est la connexion avec le CRM. Et troisième, c'est la personnalisation unifiée, pas seulement sur les canaux digitaux, mais sur l'ensemble de nos points de contact, grâce à la connexion CRM et l'outil cross-canal, les boutiques, le service client, les SMS, etc.
Alors, moi, ça m'inspire une question et je l'adresse à vous. D'abord, recommander à nos clients, il est bien entendu évident qu'il faut commencer déjà à travailler sur son propre bassin d'audience. Et aujourd'hui, alors évidemment, selon les problématiques et la complexité de votre écosystème digital, vous aurez plus ou moins de trafic. Il faut regarder ça un peu de manière fine au cas par cas, mais bien entendu, le travail initial se fait sur la first party data et vous pouvez totalement commencer à déterminer une problématique DMP ou une problématique même d'automation marketing beaucoup plus large en travaillant déjà sur vos assets. Et puis, avant la first party, vous avez aussi la seconde partie, le fait de pouvoir travailler aussi avec des partenaires pour des cibles extrêmement identifiées sur des deals, des partenariats, avant de faire appel effectivement à la third party, qui va être intéressante dans une logique d'acquisition, dans laquelle vous allez pouvoir construire en fait une vraie stratégie lookalike, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais il y a tellement de choses à faire déjà sur son bassin primaire, voire son bassin secondaire, qu'on est capable de totalement monter des choses extrêmement intelligentes et robustes avec la construction. Ah, je confirme, surtout chez Orange en plus. On a quand même plusieurs milliards d'interactions par mois. Un exemple concret d'utilisation de la first party, c'est tout simplement le webmail. On s'est aperçu que beaucoup de nos clients qui allaient régulièrement sur leur mail Orange, ça vous arrive peut-être d'ailleurs, au lieu de taper webmailorange.fr, l'adresse email je ne la connais pas, ils vont d'abord sur Google, tapent webmail Orange et ensuite cliquent sur le lien. Le problème c'est que jusqu'à maintenant, le lien sur lequel ils cliquaient, c'est le lien qu'on achète, qu'on achetait, le lien sponsorisé. Voilà, donc avec la DMP, c'est tout simple, enfin c'est tout simple, ça demande quand même pas mal de technique et je remercie dans la salle le directeur de projet Raphaël Montbelet qui fait des merveilles, il est juste là. et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous connectez l'écosystème DMP à Google et que vous passez l'information des gens qui vont régulièrement sur le webmail et qui ensuite vont sur Google, vous passez l'information en temps réel à Google et vous dites à Google, hop, si la personne cherche webmail Orange, on n'achète pas de mots-clés. On laisse le lien rédactionnel remonter. Et là, ça nous fait beaucoup d'économies. Donc ça, c'est un sujet, par exemple. Et d'ailleurs, ça n'a pas échappé à Google récemment, parce qu'il y a eu quand même un certain nombre de débats et on va dire d'angoisse pour beaucoup d'acteurs du DMP via effectivement un certain nombre de mesures que Google envisageait de prendre pour justement paralyser ou empêcher de la part des annonceurs ce type de manœuvre, parce que Google entendait rester rémunéré, y compris sur des mauvaises manipulations faites par les clients. Oui, alors après, ça c'est des annonces. Je pense que dans les faits, c'est beaucoup du cas par cas. Parce qu'on est quand même un client important de Google, on a un partenariat stratégique avec eux, comme on a un partenariat stratégique avec l'ensemble des acteurs type Facebook, Twitter et autres. Donc du coup, ce qu'on n'investit pas, dans du gaspillage, on va l'investir dans autre chose. Et notamment, ça nous permet quand même de faire du bidding intelligent. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait du bidding de mots-clés, et on était un peu aveugle, très aveugle sur l'arrivée des recherches des gens intéressés. Là, ce qu'on fait, c'est que grâce au segment DMP, on va dire, tiens, celui-là, c'est un fruit mûr. C'est-à-dire que si par exemple la personne a vu une vidéo sur YouTube ou Dailymotion fibre, qu'ensuite la personne a été reciblée parce qu'on l'a taguée dans notre DMP, et qu'elle visite par exemple Le Monde ou Le Point, et qu'on lui balance un petit message display, qu'elle vérifie son éligibilité et qu'elle est éligible, et qu'ensuite quelques jours plus tard, elle recherche sur Google Internet fixe, alors là, on est prêt à bider beaucoup plus que le bid moyen. Et donc du coup, ça nous permet d'avoir une stratégie de bidding optimisée grâce à la DMP et grâce au segment qu'on aura construit. Donc la first party, c'est la première donnée qu'il faut utiliser et c'est celle qui a le plus de valeur. Ensuite, c'est la seconde partie, effectivement. Pourquoi pas à l'avenir faire un deal avec des acteurs du type recherche de location de biens, etc., pour pouvoir déterminer les signaux faibles de demande, de déménagement. Voilà.
Et puis après, il y a la sort partie. La sort partie, c'est une donnée intéressante, mais c'est une donnée qui peut être achetée par tout le monde. Donc, après, voilà, voir en fonction des stratégies, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser de sort partie, mais en termes de valeur, vous avez first party, second party, third party. Alors, pour sortir avec justement tous les stakeholders internes marketing pour savoir en fait qu'est-ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et donc on construit en fait ce qu'on appelle en amont de la DMP un data model qui va nous permettre en fait de segmenter en tout cas sur différents paramètres. Alors bon, chez nous ça s'appelle le profil 4D, chez l'autre ça s'appelle plein de terminologies pour construire un data model. Mais en fait, ça nous permet très rapidement de construire de manière extrêmement personnalisée et ad hoc des indicateurs qu'on va scorer, donc en termes de levier de persuasion, d'activation de canal, de typologie d'offres, de potentiel business à l'identité d'une personne. On va définir en fait ce qu'on veut savoir et ce qu'on veut opérer, et c'est ce qui va en fait créer la dynamique d'intelligence d'une solution éditeur comme Bluekai peut l'être par exemple. Donc on injecte de l'intelligence marketing dans la DMP, mais cette intelligence marketing, elle a été en fait construite de manière très collégiale au sein justement des stakeholders business et marketing de l'entreprise. Donc en définitive, le monde inconnu de la DMP devient finalement assez maîtrisé et intégré parce qu'elle part justement d'une réflexion marketing à vous. Voilà. Donc en fait, raconter ça, alors évidemment, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de convergence. On essaye de vraiment mettre tous les gens autour de la table pour pouvoir construire ces modèles de données. Mais en tout cas, on n'est plus en terrain incognita. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même de maîtriser, et objectivement, on maîtrise mieux ce qu'on est en train de faire au niveau de la DMP. Voilà. On donne un peu du sens à ce qu'on fait. Et puis évidemment, comme disait Bruce, le dernier point, c'est la gouvernance de tout ça. Pour faire de la simplicité dans une organisation complexe, il faut une bonne gouvernance. Et une bonne gouvernance, ça part déjà par un sponsoring à très haut niveau. C'est pour ça qu'il faut vraiment, de manière extrêmement précoce, onboarder les directions générales, les directions marketing, les directions de la stratégie client, très en amont du projet. Faire encore de la pédagogie, parce qu'effectivement, toutes ces matières sont quand même encore un peu nouvelles, même si les tenants et les aboutissants sont très clairs pour un DG ou pour un directeur marketing et comprennent très bien comment ça marche. Mais par contre, leur expliquer comment on va changer en fait de façon de mode opératoire, parce qu'en fait c'est ça, en fait, on est en train de parler d'un changement de mode opératoire, pas d'une logique un peu de silo et d'une logique de convergence, et comment on va opérer ça avec plutôt de l'agilité et de la simplicité. Alors, ça démontre, ça percute assez vite à partir du moment où vous commencez à parler ROI, à partir du moment où vous parlez d'arbitrage nouveau en termes d'investissement média, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'ADMP produit aussi de la valeur, non seulement en résultat, mais aussi en économie d'investissement, c'est aussi un des enjeux de l'ADMP, et tout ça se réconcilie assez facilement. D'accord.